ce que je sais, c'est que je suis en train de porter la voix de la République démocratique du Congo. Je suis en train d'expliquer la situation que nous vivons en ce moment au Nord Kivu, une situation de perturbation de la paix, de rupture de la paix, et ayant vécu des situations dramatiques dans le passé, vous comprendrez que nous sommes préoccupés en tant que gouvernement et que nous tenons à sensibiliser tous les protagonistes de la scène internationale afin que non seulement la mutinerie qui s'est déclenchée là-bas soit condamnée, mais aussi et surtout que tout soutien à cette mutinerie soit condamné et que ceux qui s'y livrent soient interpellés et qu'ils soient appelés à respecter leurs obligations internationales. Avec Madame la ministre déléguée en charge de la francophonie, nous avons parlé essentiellement du prochain sommet qui va se tenir au mois d'octobre à Kinshasa. J'ai eu l'occasion de faire à son intention le point des préparatifs dans le pays, mais aussi à discuter avec elle aussi bien de la thématique qui va être développée pendant le sommet que de la participation de la France comme des autres pays à ces grands rendez-vous de la grande famille francophone. Et je suis sorti de cette réunion rassuré. Je crois que les choses évoluent dans la bonne direction et qu'au mois d'octobre, nous devrions avoir à Kinshasa un sommet de bonne qualité avec une participation qui correspond à ce qu'on a toujours connu à ce genre de rencontre. L'Union européenne est un grand acteur de la scène internationale. L'Union européenne a été aux côtés du peuple congolais au cours, je dirais, au minimum des 15 dernières années. Au moment où la paix est de nouveau menacée et perturbée dans le Nord Kivu, au moment où nous avons des raisons de nous inquiéter de ce que cette perturbation puisse devenir sérieuse, voire durer dans le temps, il est de notre devoir de parler avec tous les principaux acteurs de la scène internationale, de sonner la sonnette d'alarme pour que les dispositions qui s'imposent soient prises afin d'arrêter cette dégradation. Vous n'êtes pas sans savoir que parmi les États de l'Union européenne, il y a des États qui sont des membres permanents du Conseil de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a d'autres qui, sans être membres du Conseil permanent, membres permanents du Conseil de sécurité, sont membres du Conseil de sécurité. Et dans tous les cas, ils ont, comme État, pris individuellement, mais aussi comme communauté, un mot à dire sur ce qui se passe sur le plan international. J'ai donc eu des entretiens avec le secrétaire général sur la situation qui prévaut dans les Kivu. Je l'ai informé de manière exhaustive de ce qui se passe, et particulièrement de ce qui nous préoccupe le plus, à savoir l'évidence de plus en plus démontrée de ce que le mouvement de M. Bosco Ntaganda, criminel recherché par la justice internationale, jouit de l'appui, du soutien d'un État voisin en contravention aussi bien des résolutions du Conseil de sécurité que des instruments internationaux qui sont appelés à régir les bonnes relations au niveau de la région des Grands Lacs. Je dois dire que nous avons constaté que depuis le début de cette situation, l'Union européenne, qui est aussi bien informée que nous-mêmes et qui a à son niveau d'amples preuves de cette regrettable implication, a eu une position constante, celle de condamner la rébellion, de condamner la mutinerie, de condamner tout soutien à cette mutinerie,
d'appuyer les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo à rétablir la paix et d'inviter tous les acteurs régionaux, tous les États de la région à respecter les règles qui régissent les relations, les rapports de bon voisinage entre les États. Cette position, comme je l'ai dit, est restée constante depuis le début. Elle a été réaffirmée par Mme Ashton dans une déclaration qu'elle avait faite dans son passage devant le Parlement européen, et elle a été confirmée par la déclaration qui a été faite hier par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Ce que je réponds, c'est que je constate simplement qu'au moment où nous parlons, les seuls qui semblent croire à la non-implication du Rwanda, ce sont les Rwandais eux-mêmes. Je n'ai pas rencontré un seul acteur politique, un seul acteur sur la scène internationale, État ou organisation impliquée ou qui suit la situation sur le terrain, qui ne soit pas convaincu de ce que le Rwanda, dans une certaine mesure, est impliqué dans ce qui se passe aujourd'hui. La mutinerie, ce n'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est l'appui, l'assistance que la mutinerie reçoit du Rwanda. Alors, pour le Rwanda, il ne suffit pas de nier. Il appartient au Rwanda de démontrer que toutes ces preuves que pratiquement tous les acteurs sur la scène internationale ont à leur disposition ne sont pas fondées. Et jusque-là, je n'ai pas encore entendu une démonstration convaincante, ni de ma collègue, ni des autorités rwandaises. Je pense que, comme on dit en anglais, ce dont on a besoin, ce ne sont pas les mots. Not words, but deeds. On veut voir dans les faits. Et malheureusement, les faits contredisent les paroles des officiels rwandais que nous aurions bien voulu croire et que nous avons cru pendant longtemps. Mais pour être démentis par les faits que nous vivons sur le terrain. Bon, écoutez, quand nous avons rencontré Madame la ministre, nous lui avons remis des éléments qu'elle a en sa possession. Nous avons cité des noms dont la nationalité n'est pas sujette à discussion. Alors, nous ne sommes pas en train de parler des populations qui traversent la frontière, qui sont... Non. Nous parlons de certains responsables rwandais, de certains officiels rwandais. Nous parlons de personnes de chair et de sang qui se trouvent dans les installations de la MONUSCO, structure bien connue des Nations Unies, qui ont été interrogés contradictoirement par les experts rwandais et les experts congolais, qui ont décliné de manière détaillée leur identité. Et jusqu'aujourd'hui, le Rwanda, qui a ces informations, ne nous a pas apporté la démonstration que ces personnes qui ont dit où elles sont nées, où elles ont grandi, quels sont leurs parents, où elles ont étudié, le préfet de l'école où elles ont étudié, qui ont donné tous ces détails, et raconter des histoires. Mais qui est censé apporter la preuve du contraire? Sinon le Rwanda, puisqu'il s'agit de sujets rwandais. Le Rwanda aurait pu venir nous dire, telle personne a dit qu'elle est née à tel endroit, que le préfet de l'école est allé à celui-là. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas vu cette démonstration. Nous voulons bien croire au Rwanda. Mais nous n'avons rien vu venir. Et il n'est pas suffisant que mon collègue et les autres nous disent simplement que ce n'est pas vrai et que nous ayons à croire cela. Mais je crois qu'on semble oublier qu'entre le Rwanda et nous-mêmes, il y a une longue histoire. Certes, depuis 2009, nous avons fait beaucoup de
de chemin ensemble et dans le sens positif. Et c'est pour cela que nous regrettons le développement que nous constatons aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous restons engagés dans le dialogue, parce que nous pensons qu'il devrait être possible de rétablir un dialogue, mais qui soit sincère. Mais cela ne devrait pas nous amener à oublier d'où nous venons. Souvenons-nous que de 1998 jusqu'au tour de 2004, le Rwanda occupait armes à la main des pans entiers du territoire congolais. Mais le Rwanda n'avait jamais admis cela, jusqu'au jour où finalement ils ont été amenés à reconnaître qu'ils occupaient le sol congolais et ils ont finalement été amenés à se retirer. Donc, les dénégations à elles seules ne suffisent pas. Et je pense qu'il est important que les officiels rwandais comprennent que le dialogue que nous voulons continuer à entretenir avec eux et qui est essentiel pour la paix et la stabilité dans notre région ne peut produire de fruits que si il est construit dans la vérité et que nous ne faisons pas de procès d'intention et que si nous sommes allés les voir quand tout cela a commencé, c'était parce que nous ne les mettions pas en cause et que nous pensions que eux comme nous étions à la recherche de la vérité pour trouver comment régler les problèmes, parce que, comme nous étions dit, il se peut qu'il y ait des éléments opportunistes qui veulent créer des problèmes dans la sous-région. Mais la confiance doit être entretenue. Je l'avais dit quand j'étais à Kigali. Même entre deux personnes qui s'aiment, l'amour a besoin des preuves d'amour. Et c'est sur le terrain, dans la pratique, que se vérifie la sincérité des relations que nous avons. Les choses avancent très bien. Nous avons reçu plusieurs missions, aussi bien du secrétariat général, plus précisément du comité de pilotage international, que de certains États membres. Je citerai la France, qui est venue déjà 2 fois. La dernière mission y était il y a encore quelques jours. Le Canada-Québec. Sur place, nous avons organisé la visite des installations à l'intention des ambassadeurs de tous les pays membres. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi que sur le plan matériel, de la logistique, les choses se présentent bien. Sur le plan de la thématique, sur le plan de la préparation substantielle, les dossiers avancent très bien. Nous avons déjà amorcé la discussion du projet de la déclaration de Kinshasa. Comme il se fait toujours, le travail se fait au niveau des Sherpas, à Paris, au siège de l'Organisation internationale de la francophonie, mais il se fait sous la direction de la République démocratique du Congo, parce que les discussions sont présidées par la représentante personnelle du chef de l'État congolais, et il se fait sur la base du projet présenté par la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de construire avec les autres États membres le consensus qui permettra que, quand nous retrouverons à Kinshasa, l'essentiel du travail ait été fait, de manière à permettre que les chefs d'État et de gouvernement qui seront là puissent avoir le temps d'avoir des échanges directs sur les grandes questions internationales. Le souhait de tous étant que la francophonie puisse, comme mouvement, comme organisation, tenir sa place dans le concert des nations et avoir une voix qui porte. Je suis donc confiant et je peux rassurer tout le monde que le rendez-vous se tiendra à la date fixée, que la République démocratique du Congo sera prête
pour accueillir avec la chaleur traditionnelle du peuple congolais tous les autres, et qu'elle est prête à offrir à la grande famille francophone, comme l'avait dit le chef de l'État, un sommet mémorable, une fête de la diversité, puisque la RDC elle-même est un microcosme de la diversité, mais aussi un sommet qui va exalter l'Afrique centrale, parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de la francophonie que le sommet se tiendra dans la région Afrique centrale, région qui a la faiblesse de penser qu'elle représente l'avenir de la francophonie. Que vous preniez cela du point de vue démographique, que vous preniez cela du point de vue des classes d'âge. Nous savons que l'avenir de la francophonie réside en la jeunesse francophone. Et s'il y a une région dont la population est très jeune, une région où le français n'est pas simplement la langue officielle, mais la langue d'enseignement, une région qui est, en termes démographiques, la plus importante, c'est l'Afrique centrale. Et c'est pour cela que nous pensons que ça va être un événement majeur et que la responsabilité de tous ceux qui croient à la francophonie et qui croient en l'avenir de la francophonie, c'est de contribuer qu'il en soit ainsi en participant au sommet de Kinshasa. Je voudrais leur dire que le Congo est leur patrie. La République démocratique du Congo, c'est leur pays, c'est leur patrie. Ils n'en ont pas d'autre. La République démocratique du Congo est en pleine reconstruction. Il y a de la place pour tout le monde. Ça fait 2 fois que des élections ont été organisées en République démocratique du Congo. L'espace politique est ouvert. Ils sont les bienvenus au Congo. Et qu'il n'y a pas de raison, à moins que ce ne soit par choix délibéré, parce que nous ne fermons pas la porte à ceux qui veulent s'épanouir en dehors du pays, qu'ils sont les bienvenus au Congo. Ils sont les bienvenus pour prendre toute leur place, pour participer à la reconstruction du pays, pour participer au débat politique au pays. Et qu'il faut qu'ils sachent que nous pouvons avoir des divergences, mais que nous devons tous être conscients que dans tous les pays qui se respectent, il doit y avoir des valeurs, il doit y avoir des choses qui sont intangibles. Notamment l'indépendance du pays, la souveraineté du pays, l'image du pays. Et que pour ceux d'entre eux qui auraient des revendications, pour ceux d'entre eux qui auraient des soucis, nous sommes prêts à les écouter, à dialoguer, à construire ensemble. Mais qu'ils comprennent aussi qu'il est difficile pour tout État qui se respecte de cautionner la violence comme moyen d'expression politique. Le président de la République est un homme de dialogue. Il l'a démontré depuis son arrivée au pouvoir. Sa main est tendue à l'endroit de tous ceux qui veulent, ensemble avec lui, construire le Congo de nos rêves. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.